Donc, l'idée, c'est de diviser l'espace à des cellules, des cellules. Chaque cellule est servie par ce qu'on appelle une station de base. C'est la première chose à définir. Une station de base, c'est comme une antenne qui sert une zone géographique qu'on appelle une cellule. Les réseaux cellulaires, c'est comme ça. Les réseaux mobiles sont toujours comme ça. Aujourd'hui, on ne veut plus définir ça. On veut que l'utilisateur puisse communiquer avec plusieurs centaines, donc il n'y a plus le concept de cellule. Ça, c'est une idée, donc une technologie qui est proposée aussi. L'efficacité énergétique est un problème. La 5G consomme énormément, la 4G énormément, les stations de base consomment énormément. Tout le monde parle de la consommation. Le, 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 la technologie de l'information et des communications consomme énormément d'énergie. Hein. Et généralement, les académiciens qui travaillent sur ça sont souvent sensibles aux problèmes environnementaux, mais ils ne savent pas. Les ordinateurs consomment. Donc, l'efficacité énergétique, c'est important. On ne peut pas développer n'importe quelle technologie sans regarder ça consommera combien en énergie. Pour des questions de santé qui sont rarement abordées aussi, mais principalement, il faut faire attention. Aussi pour des questions d'autonomie d'appareils, etc. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en parler. Hein. Dans énormément d'idées là pour intégrer l'intelligence artificielle qui va améliorer énormément la 5G, la 6G. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Beaucoup de discussions depuis 4, 5, 6 ans sur ça. Donc ça c'est une figure qui est prise d'un article très connu. Voilà, l'intégration de l'IoT. Donc, on vit dans ce monde. Okay. L'un des problèmes importants, c'est la rareté du spectre. Donc, 1G, 2G, 3G, 4G, ça marche généralement dans ce spectre-là. Donc, entre 300 mégas et 3 gigas. GSM, il y avait 900 mégas, il y avait 1.8. La 3G, c'était à peu près 2.4. Tout le monde se met ici. Pourquoi? Pour de bonnes raisons, c'est que les conditions de propagation sont bien. Généralement, les réseaux mobiles, les réseaux cellulaires sont faits pour un environnement urbain. Donc, il y a beaucoup de réflexions, réfractions, etc., des événements physiques qui dérangent, enfin, qui modifient l'onde électromagnétique qui porte l'information. Donc, normalement, ici, ça se propage très bien. Donc, depuis toujours, ça a été ici. C'est devenu très, très encombré. Hein, on ne s'attendait pas à la réussite des réseaux mobiles. Aujourd'hui, tout le monde a, enfin, le nombre de cellulaires est certainement plus grand que le nombre de personnes, dans un pays occidental au moins. Donc, c'est très encombré. Euh, c'est là où la radio cognitive, c'était comment optimiser l'utilisation. Il y avait même l'idée de développer des réseaux cognitifs qui vont vivre sur les miettes de ce que les autres vont laisser. Donc, il y avait énormément d'idées. Il y a 10, 15 ans, les gens ont dit on va aller investiguer si on est capable de marcher ici. Les premiers, c'était les Wi-Fi, là. Wi-Fi, je ne sais plus quel numéro, a sorti un produit ici. C'est quoi l'avantage ici? C'est que le spectre, la bande passante est plus large, donc on peut envoyer plus de bits par seconde. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que les conditions de propagation sont plus mauvaises. Donc, le signal se dégrade très rapidement. Donc, il y a un avantage, plus de bits par seconde, mais plus mauvaise qualité. Après beaucoup de discussions, énormément d'argent dépensé, on appelle ça le millimeter wave. Où est-ce que c'est écrit ici, là? Onde millimétrique ou millimeter wave, avant, c'était utilisé pour le sensing, le monitoring, etc. Mais ça donne aussi High Rate, High Mobility Service. Ça a été adopté pour la 5G. Aujourd'hui, ça existe dans plusieurs pays. Je ne sais pas les opérateurs au Canada qui l'utilisent, mais les produits existent. Il y avait énormément d'argent dépensé, surtout un professeur de New York qui a fait énormément de tests pour caractériser et permettre que ça existe.
Aujourd'hui, l'idée pour la 6G, que ça ne va pas suffire, pourquoi ne pas aller voir le terahertz ou entre les deux là. Le terahertz commence normalement de 0,3 terahertz. Euh, donc, pourquoi ne pas regarder cette zone aussi? Donc, évidemment, dans cette zone, on peut avoir des bandes passantes beaucoup plus larges, mais des conditions de propagation plus petites. Pourquoi aujourd'hui l'électronique ne nous permet pas de faire ça? Comme il y a 10 ans, l'électronique ne nous permettait pas de faire ça. Aujourd'hui, ça existe. Donc, on s'attend que l'électronique nous permettra d'utiliser ce spectre. Donc, avec les autres motivations, c'est les visionnaires, les gens qui s'assoient, qui réfléchissent, qu'est-ce que ça devrait être, la 6G? Ça devrait se développer vers quelle application? Quelles sont les applications du futur? Donc, je peux vous laisser, je vais dire ce qui est là, et je peux vous laisser dire s'il y en a d'autres. Donc, le multi-sensory, réalité augmentée, réalité virtuelle. Les robots connectés, les systèmes autonomes, wireless brain computer interaction, les blockchains. Donc, ça, c'est les applications du futur. Vous pouvez ajouter des choses? Les drones, ce n'est pas une application, plutôt une technologie. Est-ce que ça existe ici? La santé connectée, c'est un bon commentaire. On a un projet avec Alima pour qu'est-ce qu'il va se développer dans la santé connectée? Ça serait la téléchirurgie. La téléchirurgie est très différente de la télémédecine parce que la téléchirurgie, les exigences en délai de communication est extrêmement petite. Donc, quelqu'un qui est assis et qui contrôle des robots qui font de la chirurgie à distance. Donc, des exigences de délai, des exigences de débit très élevées. Ça va en contradiction avec ce que j'ai présenté, parce que ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que quand on utilise des spectres élevés, euh, on peut avoir plus de spectres, mais beaucoup moins de fiabilité. Alors, pour la santé connectée, par exemple, on a besoin des deux. Pour la 5G, il y a deux familles d'applications. Il y a les applications qu'on dit ils ont besoin de beaucoup de débit. Il y a des applications, on dit ils ont besoin de beaucoup de fiabilité. Fiabilité, ça veut dire le taux d'erreur qui influence sur le délai. Donc, il n'y a pas une famille d'applications qui respecte les deux. C'était comme ça que c'est conçu la 5G. Donc, la 6G, on s'attend qu'il y aura. Et notre travail va là-bas. Donc, il y a aussi on appelle ça la communication hologramme, hein, qui est un peu liée à la santé connectée, qui aussi va exiger énormément de délai, énormément d'exigences de débit, etc. Télé... La téléportation possible. Pardon? Comment? OK, donc c'est quoi les trends qui existent aujourd'hui? On a besoin de plus de bits, plus de fiabilité, plus de spectre, plus de fiabilité. Volumétrique, on va aller en 3 dimensions, une efficacité énergétique, emergency of smart environment, etc. C'est une technologie aussi qui va améliorer les communications sans fil. Je ne vais pas aller là-dedans. Disponibilité de partout of small data, hein, les applications de l'IoT où il y aura des capteurs qui vont ramasser très peu de données, mais il y aura des millions, des milliards de capteurs. C'est différent de ce qu'on a connu, mais il faut adapter les réseaux. Ce qu'on appelle SON, c'est le Self-Organizing Network. Donc, encore ajouter de l'intelligence, ça peut résoudre ce problème. Convergence of Communication, Sensing, Control, Localization, des termes de ma communauté, là. Ça prend du temps à expliquer. Les technologies qui existent, on va aller au-delà de 6 GHz. On va déjà là avec le millimètre, les ondes millimétriques. Ça, c'est de l'électronique, donc avec des bandes de fréquences intégrées. On doit concevoir des émetteurs-récepteurs avec plusieurs bandes de fréquences disponibles.
la technologie de large intelligence surface, intelligence artificielle sur les bords de réseau. Il ne faut pas attendre d'aller plus loin. Donc, il faut mettre de l'intelligence sur les bords. L'idée, c'est que quand on ramasse des données, par exemple, on n'a pas besoin que les données voyagent dans les réseaux. On veut, au bord de réseau, ça veut dire à la station de base d'antenne qui est juste ici, on veut filtrer des données, traiter d'une façon intelligente, IA. Intégrer les communications terrestres, avioniques, satellitaires, etc. On revient à l'utilisation de drones. Transfert d'énergie sans fil, une technologie très très importante et de plus en plus utilisée et pas très commercialisée, on va dire. Et réfléchir qu'est-ce qu'il viendra après. Donc c'est ça les technologies qui existent, enfin, les technologies qui vont être le futur. Donc notre travail c'est quoi? Notre travail, on suppose que dans le futur il y aura trois types de réseaux. Chaque réseau va utiliser un spectre différent. Donc, il y aura des réseaux qui vont utiliser les fréquences qui sont au-dessous de 6 GHz. Ces réseaux-là. Donc, ces réseaux-là, ils peuvent communiquer à distance longue. Donc, on peut couvrir une zone très large. Le débit ne sera pas très élevé. Il y aura aussi des réseaux qui utilisent les ondes millimétriques. Et il y aura un réseau qui utilise les ondes terahertz. Okay. Aujourd'hui, ces deux existent. Ils ne communiquent pas ensemble, deux technologies différentes. On se pose dans le futur qu'il y aura un troisième type de réseau. Donc, chaque type de réseau offre un débit différent, un délai différent, des conditions de propagation différentes. Le défi que Cyrine s'est posé, c'est si un mobile, un utilisateur, possède trois cartes radio, une carte qui peut communiquer avec cette station de base, ce type de station de base, ou avec ce type de station de base, ou avec ce type de station de base. Lequel choisir? Choisir quel type de station de base. Ensuite, si je choisis de communiquer avec celui-là, quelle station de base? On pourrait dire c'est la plus proche, c'est pas toujours la plus proche qui donne le meilleur canal. Et c'est pas la plus proche qui est le plus libre, le plus disponible, etc. Donc, c'est ça la question. C'est ce qu'on appelle multiband. Donc, multiband, plusieurs bandes de fréquences. Ici, on se pose trois bandes de fréquences. Donc, dans chaque bande de fréquence, par exemple, dans les ondes électriques, il y a plusieurs canaux qui sont orthogonaux. Donc, si deux utilisateurs utilisent deux canaux, il n'y aura pas d'interférence. La fonction objective, c'est l'efficacité énergétique. Donc, ce type de station de base va utiliser beaucoup plus d'énergie que celui-là et que celui-là. Ce n'est pas la même consommation, mais il va donner une bande de fréquence plus large pour une distance plus petite. Bon, les technologies aujourd'hui font que ce type et ce type ne parlent pas d'une façon à tout le monde, ils parlent avec des antennes directionnelles, ce qui améliore l'efficacité énergétique et ce qui permet d'aller à des distances plus élevées, plus éloignées. Mais quand on parle à des distances avec des antennes directionnelles, on ne peut pas parler avec deux utilisateurs. Il faut parler avec un seul. Donc, chaque type de technologie a ses contraintes. Donc, comment optimiser l'efficacité énergétique pour un tel système? Donc, notre première contribution, c'était de modéliser le système, définir comment ça se propage quand on utilise ça, quand on utilise ça, quand on utilise ça. Ça, c'est la première contribution. La deuxième contribution, c'est quoi l'efficacité énergétique? Les gens en réseau, en général, définissent l'efficacité énergétique comme le nombre de bits par seconde que je peux transmettre en utilisant un joule. Ce qui est une définition très raisonnable. Ça ne marche pas partout. Donc, la communauté est généralement ouverte à d'autres définitions,
Mais il faut pas s'éloigner. Finalement, la communauté n'a pas été très ouverte à cette définition que nous avons proposée, n'est-ce pas? Nous avons proposé, ça c'est l'écriture mathématique, mais ça veut dire quoi? Ça, c'est des variables binaires qui disent ça égale à 1 si l'utilisateur U est associé avec la station de base B sur le canal C. Et ça, c'est la puissance utilisée par l'utilisateur U qui communique avec la station de base B en utilisant le canal C. Donc, cette efficacité énergétique, c'est une sorte de dire quel est le nombre d'utilisateurs que je peux satisfaire par joule. On définit ça comme efficacité énergétique. J'ai des centaines d'utilisateurs. Si j'utilise un seul joule, je peux satisfaire combien d'utilisateurs? 3,2. Donc, ça, c'est ce que j'appelle efficacité énergétique. Donc, je fais la somme sur tous les canaux, la somme sur toutes les stations de base et la somme sur tous les utilisateurs. Voilà, ça fait l'efficacité énergétique totale du système. OK, ça, c'est la deuxième contribution. Donc, il reste à formuler le problème d'optimisation. Oui. Tout le monde même service. Oui. Tout le monde les mêmes exigences en termes de qualité de service. Ça ne, je dirais, sans perte de généralité, oui. N'est-ce pas? Sans perte de généralité, ça veut dire que ça ne changerait pas grand-chose si on utilise des utilisateurs qui exigent des choses différentes. Donc, c'est WLOS. Si on a des exigences différentes, je pense que ça va, comment dire, ça va nous mettre dans un dilemme. Est-ce que c'est bien de satisfaire un maximum d'utilisateurs ou bien de transmettre une plus grosse quantité de données, un maximum de données? Oui, nous considérons que les utilisateurs ont les mêmes exigences en termes de qualité de service. Donc, les utilisateurs, ils exigent deux choses, ce qui est très différent par rapport à la majorité du travail qui existe. Généralement, un utilisateur exige un débit par seconde ou il exige un taux d'erreur. Les deux choses sont très différentes. Nous, on suppose que pour le futur, il y aura des utilisateurs, des applications, notamment la télésanté, la téléchirurgie, qui vont exiger les deux. Les deux, donc, les exigences sont là et là. Ici, c'est le débit va être plus grand qu'un débit minimal. Donc, un utilisateur, pour être satisfait, il va avoir, je ne sais pas, 100 mégabits par seconde. Donc, tous les utilisateurs, c'est la même valeur 100. Quand j'ai dit sans perte de généralité, si on considère que des utilisateurs vont demander 100 et d'autres vont demander 50, etc., ça ne changerait pas du tout ni l'approche ni les solutions. Mais si on dit qu'un utilisateur a payé plus cher, donc il faut être satisfait plus, là, ça changerait les données. On considère dans un régime égalitaire, hein, tous les utilisateurs sont égaux. L'autre exigence ici, c'est que la qualité de canal, la qualité de transmission, ça c'est une définition purement sans fil. Le rapport de la puissance du signal sur la puissance de bruit est plus grand qu'un certain seuil. Le rapport de la puissance du signal reçu sur la puissance de bruit, ça définit le taux d'erreur de transmission. Donc on y considère les deux exigences. Les autres contraintes, c'est des contraintes classiques. Ici, on dit la puissance disponible dans chaque station de base est limitée quand même. Il y a un budget. Hein. Donc, une station de base peut avoir 25 dB, 1 watt. Il ne peut pas utiliser plus qu'un watt. La puissance est positive. Les X, comme j'avais dit, c'est les variables binaires qui sont à 1 si l'utilisateur U est associé à la station de base B, C. Donc, un utilisateur peut être associé avec une seule station de base. Voilà. Utilise un seul canal. Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le même canal, il y aura une interférence. Une interférence ne veut pas dire que deux utilisateurs peuvent utiliser le même canal, il y aura une interférence. Si la qualité du signal est suffisante, les deux peuvent passer. Si la qualité du signal n'est pas suffisante,
Ils ne passeront pas. Donc, on veut maximiser l'efficacité énergétique, trouver les X et les P. Les X, c'est les variables binaires, donc c'est les variables qui définissent l'association des utilisateurs et qui définissent l'allocation de canal. Donc, les ondes millimétriques, il y a plusieurs canaux, il faut choisir lequel est meilleur. Et il faut choisir la puissance. Le P, c'est les puissances de transmission. Quelle est la valeur de puissance optimale? Voilà, les contraintes sont minimum data rate, minimum fiabilité et power budget. Est-ce que c'est NP difficile? C'est un problème NP difficile. Il a été montré par Cyril que c'est un problème NP difficile. Il a réduit ça à une instance de un problème, on dit ça en français, Generalized Assignment Problem, problème d'affectation généralisée, qui est connu d'être un peu difficile. Donc, il a été montré mathématiquement que c'est un problème un peu difficile, c'est un problème non complexe, c'est un problème non linéaire. Comment résoudre ça? Cyril a proposé 3 solutions. La première solution utilise la méthode itérative, la deuxième solution, c'est une méthode greedy. La troisième, est-ce que le DRS est une bonne idée ou pas? Tout le monde pose la question. Quoi la méthode itérative pour résoudre ça? La méthode itérative est basée sur l'idée que on va faire des relaxations de problèmes, on va faire des simplifications de problèmes, et on va résoudre, puisqu'il y a plusieurs variables d'optimisation, on va fixer des variables, on va trouver l'optimal, et on va revenir trouver les variables, etc. Donc, c'est une méthode itérative. Donc, on divise le problème en 2 sous-problèmes. Le premier problème, c'est association des utilisateurs, allocation de canaux. Ensuite, le deuxième problème, c'est allocation de puissance. Donc, 2 sous-problèmes qui sont dépendants. Pour résoudre le premier problème qui devient trouver les X qui maximisent l'efficacité énergétique, donc trouver les associations, regarde ces contraintes, on fait 2 relaxations. La première relaxation, c'est qu'il y a un problème énorme qui vient de l'interférence, qui fait que le problème est moins complexe. Donc, on fixe l'interférence. Deuxième relaxation, les variables binaires, on les met continues, entre 0 et 1, continue entre 0 et 1. Dans ce cas, la fonction Lagrangienne va devenir écrite comme ça, parce qu'il y a 2 contraintes majeures, le débit et la qualité de canal. Ça, c'est les variables à optimiser. Le problème de L va devenir ça. Donc ça, c'est le problème intérieur et ça, c'est le problème extérieur. Dans ce cas, le problème de l'équation de puissance devient, pour être rédigé comme ça, donc maximiser l'efficacité énergétique, trouver les P qui maximisent l'efficacité énergétique avec des contraintes sur la puissance uniquement. Et l'algorithme qu'on va utiliser, c'est l'algorithme itératif classique, là. Initialiser une solution faisable de X et de P et des variables, des paramètres lagrangiens. Et chercher la convergence. Donc, premièrement, résoudre le problème intérieur, résoudre le problème extérieur en mettant à jour les multiplicateurs de Lagrange, résoudre le problème de l'allocation de puissance et revenir jusqu'à ce qu'on définisse une convergence. OK? Cette solution va aller très proche de la solution optimale. Pourquoi pas la solution optimale? Parce qu'on a fait des relaxations. Surtout la fixation d'interférence, mais c'est la meilleure approximation qu'on peut obtenir de la solution optimale. Bon, évidemment, ça prend du temps, cet algorithme itératif. Donc, est-ce qu'on peut proposer une solution plus pratique, plus rapide, mais qui n'est pas aussi proche de l'optimal? Oui. L'approche glouton. L'approche glouton, donc on a proposé 2 algorithmes là, centralisés et ensuite distribués. Je ne sais pas si vous aimez voir des mots ou vous aimez voir le code. Le code? Le code? Le pseudocode.
OK, donc on va initialiser, on va classer, faire un ranking des utilisateurs qui ne sont pas encore associés selon leur qualité de canal. On va prendre le meilleur, calculer sa puissance, calculer l'efficacité énergétique. Si ça améliore l'efficacité énergétique, on l'associe. On commence par un optimal local. Si ça n'améliore pas, on ne l'associe pas. Et on va revenir chercher le deuxième utilisateur. Ainsi de suite. Une approche mouton relativement classique. On peut le faire d'une façon centralisée, ça veut dire que tout le système est contrôlé par un seul ordinateur qui fait tout, qui roule tout ça et qui connaît tout. Ce qu'il faut connaître ici, c'est les fins de canal entre chaque utilisateur et les stations de base. Donc, tous les états de canaux entre tous les utilisateurs et les stations de base. Dans la pratique, c'est très difficile, c'est pas facile pour un réseau petit. Quand le réseau est très grand, c'est impossible. Mais si on connaît tout ça, cette approche greedy nous permet d'aller proche des performances optimales. On espère, hein, comme n'importe quelle approche heuristique. On développe aussi une version distribuée. Donc, je suppose ici que les stations de base ne connaissent pas tous les états de canaux. Chaque station de base connaît l'état de canal entre elle-même et les utilisateurs. Dans ce cas, il y a un manque de connaissances. Chaque station de base pour rouler un algorithme Cloton pour trouver la meilleure association et la meilleure allocation de puissance possible. Voilà. Les deux, c'est des complexités polynomiales. Même l'itératif avait une complexité polynomiale. Ouais, c'est ça. Même l'itératif avait une complexité polynomiale. Bon, au début, on est allé voir le DRL. Est-ce que ça marche? Hein, parce que c'était à la mode. Tout le monde essaie d'utiliser le DRL. On a commencé d'implémenter ça pour tout le système. Donc, une solution centralisée, ça ne marche pas. L'espace d'action est énorme. Ça converge, ça prend énormément de temps pour converger. Évidemment, on n'a pas énormément de temps dans les réseaux sans fil, c'est parce que le canal change. Les utilisateurs se déplacent, l'environnement change. Donc, approche centralisée, ça ne marche pas. Même pour un petit réseau. Approche distribuée. Donc, on va mettre multi-agents. Un utilisateur, c'est un agent. Un utilisateur va apprendre quelle est la meilleure station de base avec qui communiquer et quelle est la meilleure puissance à utiliser. Dans ce cas, l'espace des états va être l'état de canal entre l'utilisateur et les stations de base. L'espace d'action, c'est sélectionner une station de base, sélectionner un canal, parce que la qualité d'un canal peut être différente d'un autre, et sélectionner la puissance de transmission à utiliser. La fonction de récompense, de reward, on a exploité, on a investigué deux. La première, c'est que si tu cherches à maximiser ma récompense, ça veut dire, moi, j'aimerais optimiser l'efficacité, ma participation à l'efficacité énergétique. L'autre approche, c'est que si le système, la récompense du système est considérée, donc ce qu'on appelle multi-agent collaboratif. Donc, si chaque utilisateur va savoir son action va apporter quelle récompense ou va apporter quelle efficacité énergétique pour le système global. Parce que les utilisateurs, quand ils parlent ensemble, il y aura de l'interférence. Donc, on a investigué les deux. On peut s'attendre que celui-là convergera beaucoup plus rapidement que celui-là, mais ça convergera vers une valeur plus petite. On peut s'attendre à ça, n'est-ce pas? Le temps de convergence est extrêmement important parce que les réseaux sans fil sont connus pour être très dynamiques. Ça veut dire l'environnement change très rapidement. C'est pour ça que le DRL est la seule solution qu'il y a, premièrement. Le RL, c'est la seule solution qu'il y a parce que c'est un système dynamique. Et c'est pour ça qu'il faut que ça converge rapidement avant que l'environnement change. Sinon, c'est inutile. OK. Donc, ça, c'est l'algorithme d'apprentissage. Donc, voilà. Simulation, résultat de simulation. Donc, on a pris une zone croissant, pas croissant. Voilà la liste des paramètres. La plupart, c'est des paramètres physiques ou des paramètres de réseau. Bon, il y a des paramètres d'IA ici, là.
le nombre de time steps dans chaque épisode, c'est 5000. Probabilité d'exploration. Ça, c'est les puissances fixes des réseaux. Donc, on peut regarder ici, par exemple, si j'utilise une fréquence comme aujourd'hui, je prends 20 MHz, ce qui permet de transmettre 20 mégabits par seconde multiplié par l'efficacité spectrale qui est normalement autour de 5-6. Mais si je prends le terahertz, je peux prendre 1 Tera. Donc, la bande passante est extrêmement plus large. Pour les positions des stations de base, pour que ça n'influence pas, on a pris des positions idéales, comme celui-là. Évidemment, on aura plus de stations de base terahertz que des stations de base millimétriques ou des stations de base quantiques. Donc, 1, 2, 4. Si on prend 1, 4, 9, on les positionne d'une manière idéale. Hein. Si on veut que les positions des stations de base soient aléatoires, on a pris une distribution poissonnienne, Poisson point process, là, pour remettre. Donc là, ça se définit par une densité des stations de base. Là, c'est plus dense que ça. Donc, on a 4 scénarios pour les stations de base. Et on commence à réaliser les simulations. On commence par étudier l'impact des paramètres du système pour voir, pour étudier l'impact du système, on utilise l'algorithme greedy parce que ça nous permet de voir des résultats rapidement. Pour nous, déjà. Donc ici, OK, pour la position des utilisateurs, si on a plus de stations de base, on améliore l'efficacité énergétique, c'est logique parce qu'on a plus de choix, plus de diversité, plus de choix, plus de stations de base. Donc j'améliore l'efficacité énergétique. Si on a le même nombre de stations de base, les positionner d'une manière idéale améliore un peu l'efficacité énergétique. Donc il faut réfléchir comment positionner les stations de base. Ça, je dis aussi les conclusions en même temps que je présente les résultats, plutôt les recommandations. Là, ça compare si les utilisateurs exigent 400 mégabits ou 800 mégabits, c'est quoi la différence? Et si les utilisateurs exigent une qualité de canal de 5 dB ou de 10 dB, ça, c'est la puissance de signal divisée par le bruit. Donc, évidemment, on voit comment l'efficacité énergétique change quand je change les exigences des utilisateurs. OK, tout ça, c'est relativement attendu, prévisible. Ça continue. Ici, bon, l'efficacité énergétique, c'est ce qu'on optimise, mais il faut regarder le nombre d'utilisateurs satisfaits quand même et la puissance utilisée. Donc, c'est pour ça qu'on garde toujours un œil sur ça. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs associés avec chaque scénario et chaque ensemble de paramètres. Il n'y a rien de surprenant ici non plus. Pour la puissance consommée, il n'y a rien de surprenant. Bon, passons à multi-agent. Une autre erreur, là. Multi, ça prend un I. Bon, ça converge. Donc, on a lancé ça sur des milliers d'épisodes. On a pris 3 épisodes. Ça a l'air de converger. Avec cette convergence-là, 5000, c'est beaucoup, 5000 time steps, mais c'est la limite, on peut pas aller, on estime qu'on ne peut pas aller plus loin. Cette convergence n'est pas vraiment l'optimale. J'imagine que si on le laisse explorer plus de temps, ça pourra augmenter dans quelques épisodes un peu plus. Mais ça a l'air que souvent, ça converge. Pour étudier la convergence, quand je considère la récompense individuelle avec 5000 time steps, c'est la courbe verte. Si je considère 5000 time steps pour la récompense de système, ça converge plus lentement. 7000, ça va vers le rouge. 9000, ça va vers le violet. C'est violet, ça? Donc voilà. Donc, conclusion, on a dit que l'approche centralisée ne marche pas pour le reinforcement learning. L'approche distribuée, si je considère une récompense de système, ça prend beaucoup de temps pour converger. Ce n'est pas une bonne idée. On est très limité dans le temps. On prend la récompense individuelle. Maintenant, on va comparer avec les approches différentes. Ça, c'est les deux approches centralisées. Donc, l'itératif qui est supposé aller presque vers l'optimal, c'est la rouge.
Le greedy Glodon s'approche pas mal. Mais quand on regarde les approches distribuées, l'approche DRL donne des bien meilleures performances que le greedy. Donc, on pense qu'il va vraiment très proche de l'optimal. Donc, DRL distribué, c'est une très bonne idée. RL distribué pour les réseaux sans fil, pour les environnements dynamiques en général, c'est une très bonne idée. Il faut que ça soit distribué. Sinon, la convergence est très... Ça confirme la même chose, le nombre d'utilisateurs associés. Le DRL, ça donne des bonnes performances pour une approche distribuée. Une approche distribuée, ça veut dire qu'il faut agrandir le réseau à l'infini. Hein. Scalable, il n'y a pas de limite. Approche centralisée, et je prends un ensemble de stations de base, ça dure très longtemps. La, la consommation de puissance n'est pas énorme avec le DRL, ça apprend très bien. Donc, cette courbe montre que l'utilisation de multiband, c'est une très bonne idée. Avec la méthode itérative, si j'utilise multiband, si chaque utilisateur, chaque device a 3 cartes radio, il peut sélectionner, ça donne une bien meilleure efficacité énergétique que si les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner. Donc, il y a des utilisateurs pour chaque type de réseau. C'est prévu, parce qu'avoir plus de choix, c'est toujours une meilleure idée. Ça améliore toujours les performances, l'efficacité, sauf que c'est une grande amélioration. Donc, il ne faut pas développer un réseau avec des ondes millimétriques qui est indépendant des autres. Il faut donner le choix aux utilisateurs d'utiliser, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, ça, c'est la recommandation. Voilà, les conclusions multiband, c'est une bonne idée. Multi-agent DRL, c'est une bonne idée seulement pour les solutions distribuées. Je ne recommande pas le RL pour des systèmes pas distribués. Optimiser l'efficacité énergétique ne sacrifie pas énormément les autres métriques. Donc, quand on a optimisé l'efficacité énergétique, ce n'est pas comme si on n'a pas satisfait beaucoup d'utilisateurs, on est très proche du maximum. Le travail qui s'ensuit, qui n'est pas encore complété, c'est je change la fonction objective, je veux optimiser le nombre d'utilisateurs satisfaits. Qu'est-ce qu'on découvre? Premièrement, le RL converge beaucoup plus rapidement, parce que la fonction objective est plus simple. Optimiser la puissance, c'est compliqué. Donc, ça prend beaucoup de temps pour apprendre comment optimiser. Alors qu'optimiser le nombre d'utilisateurs satisfaits, c'est rapide. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, optimiser l'efficacité énergétique, ça prend beaucoup de temps, mais on ne sacrifie pas autant les autres métriques. Donc, regardons l'efficacité énergétique. Ne croyez pas que si on optimise l'efficacité énergétique, on va satisfaire beaucoup moins d'utilisateurs. On va satisfaire un petit peu moins. Merci. J'ai terminé. Montrer que si on prend une métrique individuelle va marcher plus vite et que le groupe va avoir une meilleure solution. Oui. Est-ce que vous avez pensé essayer de commencer l'ORL avec une métrique individuelle et au fur et à mesure des itérations, changer la fonction objective pour passer à une métrique de groupe, pour avoir le meilleur des deux, que ça converge vite au début et après vous switchez sur une métrique de groupe pour essayer d'atteindre. On n'a pas essayé ça, on ne savait même pas que c'est possible. Tu as compris ce qu'il a dit? Après 3000 time step. Donc, on sait par on prend des rangs individuels au début, et plus on avance, et plus la fédération va changer pour passer à. Donc, on va voir ce que ça donne avec 5000 time step. Ouais. On ne savait pas que c'est une bonne idée. Merci. Si je le fais en acknowledgement, c'est déjà pas mal. Mais oui. Oui, c'est par rapport à la formule pour En passant, Mehdi n'aime pas le RL dans les réseaux sans fil.
Ouais. Des questions reliées à ça. Il y avait Ouais. Les évaluateurs, quand ils reviennent, là, ils disent n'est pas assez justifié. On agrandit toujours le paragraphe pour justifier ça. Ça ne suffit pas. Ils disent non. Comment? Non, il n'y a pas d'autres personnes qui ont considéré cette métrique. Pour dire non, ils disent que ça devrait être le débit. Là. Satisfaire le nombre d'utilisateurs ne peut pas mesurer l'efficacité énergétique. Je pense que c'est manque de flexibilité. une question, c'est pourquoi pas avoir la somme sur la somme? Réponds. Ça n'a pas marché. Le Jacek n'a pas marché? Non, ça n'a pas convergé vers une bonne solution. Non, là, avec la texte, ça a marché. C'est ce qu'on a commencé à faire, pour faire la somme sur la somme. Quand on fait la somme sur la somme des P, ça enlève. Parce que là, il y aura des utilisateurs qui consomment beaucoup de puissance et beaucoup d'utilisateurs qui consomment très peu. Quand tu fais la somme des P, tu enlèves celui qui est beaucoup. Ou l'inverse. Les valeurs sont très disparates des puissances, ce qui fait qu'il faut mieux faire la somme de 1 sur P que la somme des 1 sur la somme des P. Parce que moi, je pensais après que la solution, normalement, externe énergétique, à chaque fois, on parle d'articles, on passe à des fractions programmées. Ouais. Ouais, ici, on ne peut pas. C'est ça. Ouais, on peut pas faire de la programmation fractionnelle. C'est ça, si on avait la somme sur la somme, on pouvait faire. Oui, 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 Ouais, tout à fait. On avait commencé comme ça. Merci. D'autres? Oui. Je ne sais pas, est-ce que Céline a regardé le cas où nous avons un environnement vraiment dynamique, où il y a des utilisateurs mobiles, d'autres peut-être qui utilisent des systèmes, d'autres qui rejoignent, et voir leur impact sur la convergence des RL. J'imagine donc peut-être qu'il y a des fois où l'algorithme ne va pas converger parce que simplement il n'y a pas de solution, il n'y a plus de capacité pour servir tout le monde. Quand le nombre d'utilisateurs change, bon, c'est très difficile à faire multi-agents parce qu'il y a des agents qui vont disparaître. Donc, c'est pas très faisable. Mais même les solutions itératives, ça ne marchera pas, ça ne convergera pas. Il faut faire les algorithmes pour une réalisation du système. Sinon, ça ne convergera pas. Pour le RR, ça veut dire apprendre les canons. Ça, c'est l'approche de Mehdi, c'est ça? Non, ça prendra une infinité de temps. Ça ne marchera pas pour les réseaux parce que c'est des variables très aléatoires. Non. Parce qu'on pourrait peut-être dire, tiens, on va sacrifier une partie des statistiques, et comme ça, donc, on satisfait un maximum. Sinon, on risque de tourner au vent. Je ne pense pas que ça convergera si on ne prend pas une réalisation de l'environnement. Ça ne convergera pas, je pense. Parce que l'espace des États sera énorme là.
multiplication. On a maximisé le nombre de serveurs satisfaits au lieu de maximiser le débit sur la classique. Ouais. Donc là, on maximise la On a pensé à ça, c'est parce que ce qui n'est pas étudié, c'est des utilisateurs qui ont des exigences sur le débit et des exigences sur la qualité du canal. Les deux exigences, c'est les applications futures. Même dans le 5G, là, il y a le MBB, il y a le URLLC. Donc, il y a deux familles d'applications. Et c'est ça. Donc, si on veut des communications très fiables et avec un grand débit, comme les communications en téléchirurgie, aujourd'hui, on ne peut pas le satisfaire si on suit les standards de 5G. Donc, ça sera dans le futur et c'est pour ça qu'on est allé à maximiser le nombre d'utilisateurs par joule à la place de maximiser le bit par seconde par jour. Oui. Je pense qu'ils vont aller pour distribuer plus. C'est la seule qui est scalable. Maintenant, distribuer, tu peux dire, oui, 5 stations de base, c'est un îlot. Donc, ça dépend. Distribuer, tu peux. Mais centraliser, ça ne marchera pas. Je ne pense pas qu'ils implémentent de centraliser. Donc, dans la pratique, je pense que le distribuer est plus attirant. La centraliser, c'est intéressant pour savoir est-ce qu'on est très loin du potentiel du système ou pas. Parce que le potentiel, ça peut être très loin. Là. Si on est loin, ce n'est pas une bonne solution. Donc, c'est pour ça que ça sert là, de centraliser, mais dans la pratique, on ne peut pas l'implémenter. L'environnement change rapidement. On ne peut pas attendre qu'un ordinateur prenne 3 minutes pour. Ce qu'on appelle collaboratif, par exemple. Il y a plusieurs manières de collaborer. La manière qu'on a choisie, c'est OK, c'est la même fonction de récompense pour tout le monde. Oui. Donc, on pourra, peut-être ce que tu proposes aussi, c'est d'ajouter le transfer learning s'il y a un nouvel utilisateur, qu'on lui donne ce qu'un autre utilisateur a appris de l'environnement. C'est possible, on n'est pas arrivé jusque-là. Ouais. Ouais. Ouais, ce qu'on appellerait distribué collaboratif. Entre centralisé et distribué, il y a tout le spectre. Oui, c'est ça. Je me demandais justement à quel point je peux faire. On est sur le parking. Ouais. Non, c'est sûr qu'ajouter de la collaboration, ça aide, mais ça pourra aussi converger plus lentement. Donc, tout dépend de la limite. L'environnement change. Si je reviens ici, là, nous, on suppose que l'environnement change après le temps nécessaire pour faire 5000 étapes. Si l'environnement change plus tard, on peut collaborer, on peut même faire centraliser. Là. Mais l'environnement dans les réseaux sans fil change très rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle temps de cohérence de l'environnement. Et à l'intérieur de ce temps de cohérence, parce qu'après, la réalisation, l'environnement change. Donc, ce qu'on a appris n'est plus utile. On suppose généralement que l'environnement change d'une façon très indépendante, complètement indépendante. Ça veut dire que ce n'est pas un modèle de mobilité d'utilisateur. Un modèle de mobilité d'utilisateur, si tu es là, très probablement, il y a 3 secondes, tu n'étais pas très, très loin. C'est ça. Alors que dans cet environnement, les propagations, ça change indépendamment. Voilà, donc on se pose, c'est ça la limite pour trouver la solution. La limite dans le temps. OK? Évidemment, en plus, on collabore mieux les performances, mais qu'est-ce qu'on peut collaborer? Notre recommandation, c'est qu'on ne peut pas collaborer beaucoup. Oui. 5000 itérations, ça représente quoi en 3 secondes? Ça dépend de l'ordi, là.
Ça dépend complètement de l'organe. Oui, 10 secondes. Oui, ouais. Le quoi? L'espace de temps est énorme. Quel ordre de temps? Peut-être au fond, l'espace de temps. Ben, c'est ça, mais ça, sur une base, mais quoi, c'est pas les c'est pas mal. Mais quand on fait quelqu'un, On ne précalcule pas toutes les configurations possibles. On se pose dans un environnement de réseau sans fil, on ne peut pas précalculer toutes les. On ne peut pas construire une base de données. Pourquoi? Parce que l'information qu'on précalcule est temporelle. Ça expire. L'environnement change. Le canal, la qualité du canal, c'est bon. l'épée, c'est des variables contenues. L'épée, c'est des variables contenues. Les X utilisateurs, station de base, canal, ça grandit. Quand il y a 100 utilisateurs, 100 stations de base, tu as déjà combien? 100 fois 100, 100 plus 100? 100 utilisateurs vont rejoindre 100 stations. Ils ont 100. Non, mais ils ont le choix. Ben, Chaque utilisateur. J'en ai 100 dans mon reach. Non, si on fait une solution distribuée, chaque utilisateur a son choix. Si on fait une solution centralisée, les utilisateurs, ils ont une infinité de choix. Presque. Une infinité, ça veut dire que ça dépasse le temps pour que l'environnement change. Ce qui dépasse les 3 secondes, c'est l'infinité. L'environnement a changé. Non, tu as le choix entre l'infinité. Tu as le choix de te connecter avec une centaine. Chaque station a plusieurs canaux. Chaque canal a une qualité. Donc, c'est pas seulement, oui, je ne vais pas me connecter avec une station qui est Côte-des-Neiges, mais je vais entre moi et cette station, il y a une dizaine, centaine de canaux. J'ai une dizaine ou centaine de choix. Donc, si je suis une centaine d'utilisateurs ici, avec une centaine de canaux, c'est déjà, l'espace devient énorme. Voilà. Merci tout le monde. Merci à vous.